Votre mobilisation est réelle, mais pas encore suffisante. Aidez-nous, vraiment, maintenant. Financer TVL, c'est essentiel. D'avance, merci à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans Politique et Économie. Notre invité aujourd'hui, Loïc Chéniaud. Bonjour. Bonjour. Loïc Chéniaud est philosophe, président de l'Institut Humanisme Total. Vous réalisez en ce moment une thèse de doctorat sur le sociologue et philosophe français Michel Clouscar. Vos derniers travaux articulent humanisme, socialisme et souveraineté à l'aune d'une lecture actualisée du marxisme. Et donc vous publiez ce petit ouvrage chez Perspectives Libres pour une souveraineté intégrale qui va faire l'objet de notre entretien aujourd'hui pour Politique et Économie. Alors est-ce que pour commencer, Loïc Chéniaud, vous pouvez rapidement nous définir ce qu'est le souverainisme? Est-ce que c'est un concept de droite ou de gauche? Alors, est-ce que c'est un concept de droite ou de gauche? Je pense que justement c'est un concept transpartisan, en ce sens justement qu'il a vocation à produire une unité nationale contre ce clivage-là. En tout cas, c'est la trajectoire que moi je porte. L'objectif, c'est de s'inscrire, pour moi, dans la ligne que je porte, dans un objectif de libération nationale. Et à ce titre, le clivage gauche-droite m'apparaît totalement désuet. Et c'est la raison pour laquelle le souverainisme, tout simplement, consiste, comme je le dis dès le début du livre, en une souveraineté intégrale, c'est-à-dire qui ne peut pas être partagée ou partielle, et donc dans la reconquête du peuple dans son ensemble, qu'on pourrait distinguer d'ailleurs de la population, c'est-à-dire plutôt les classes populaires, mais je comprends dans les classes populaires, la très grosse majorité de la population à distance justement de quelques tenants du capital ou quelques traîtres du gouvernement, et donc l'ensemble du peuple, si je puis dire, qui soit en mesure de décider simplement de la finalité qu'il souhaite donner à son pays et à ses objectifs politiques. Alors, on l'a entendu à plusieurs reprises, l'idée souverainiste, Emmanuel Macron l'a reprise à son compte en promouvant une souveraineté européenne et en même temps, comme il dit, une souveraineté nationale, notamment en matière industrielle, sanitaire et technologique. Donc l'idée d'une souveraineté partagée, qu'est-ce que vous en pensez? Une souveraineté divisée? On est toujours dans l'idée du en même temps d'Emmanuel Macron. Il nous avait aussi déjà fait le coup lors de la campagne de 2017, d'ailleurs, en proposant un livre qui s'appelait Révolution. On l'a vu, sa révolution. Donc si on doit s'arrêter au terme employé par Emmanuel Macron, on ne pourra plus rien dire. Et d'ailleurs, c'est peut-être un de ses objectifs indirects. Donc, ce que j'en pense, évidemment, c'est que c'est un subterfuge qui cherche à flatter un peu un électorat assez divers. Mais on sait très bien quel est l'électorat d'Emmanuel Macron. Et on sait aussi très bien, d'ailleurs, quelle est sa politique. Sa politique, elle est évidemment à vocation européenne. D'ailleurs, on voit bien que là, depuis ces derniers temps, il essaie de briguer le poste de von der Leyen. On sait bien pourquoi, on comprend bien pourquoi. Il ne s'en est absolument jamais caché. Or, la réalité... Justement, pourquoi? Expliquez-nous pourquoi il aurait envie de remplacer Madame von der Leyen. Justement parce que pour lui, je pense que le cadre national n'a aucun sens et pour des raisons très simples qui sont que l'institutionnalisation même de l'Union européenne, c'est-à-dire d'un territoire particulier, sert les intérêts contre-nationaux à des fins justement politiques et économiques qui sont ceux des tenants du capital, disons-le. C'est-à-dire que l'Union européenne s'est constituée dans une forme territoriale particulière qui accomplit les formes du néolibéralisme. Et le néolibéralisme a été la mise au pas des gouvernements différents, notamment en Europe, par les tenants du capital, afin que justement qu'ils servent leurs intérêts, tout simplement. Et donc, j'imagine que, j'en sais rien, je ne suis pas dans sa tête, mais qu'Emmanuel Macron se rêve évidemment comme président de l'Union européenne, parce que tout simplement, pour lui, le cadre national n'a aucun sens. Pourquoi vous dites qu'Emmanuel Macron a, dès son élection en 2017, la première affiché son hostilité à la fois à la nation française et à la République?
Alors, il y aurait énormément de choses. On pourrait revenir sur bien des déclarations qu'il a pu faire, mais déjà, dans les plus importantes, Emmanuel Macron nous a signalé le fait que lui voulait s'inscrire dans un pacte girondin, c'est-à-dire d'emblée, ce qui correspond aussi dans la logique européenne avec les euro-régions, finalement. C'est-à-dire déconstruire en réalité le pouvoir national, déconstruire ce qui avait été établi par la Révolution française et qui consistait justement, on sait qu'en France, l'État-nation a été une construction politique et le jacobinisme, justement, a consisté en cette centralisation étatique, qu'on peut, par certains aspects, critiquer, mais qui m'apparaissent en tout cas comme salvateurs dans les intérêts, encore une fois, du peuple de France. Toutefois, Emmanuel Macron, lui, a considéré au contraire qu'il s'inscrivait plutôt dans un pacte girondin qui se traduit par quoi ? Qui se traduit, on peut le voir par exemple dans l'éducation nationale, par des pouvoirs qui sont donnés localement, régionalement, et où finalement avec par exemple une réforme du baccalauréat qui a consisté par exemple à détruire le bac national. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le contrôle continu, les épreuves dépendent en réalité du lycée de secteur dans lequel vous venez, de la région dans laquelle vous venez, etc., ne laissant pas alors à ce niveau-là les chances à l'ensemble des étudiants et des élèves du territoire de participer à un même projet national, à avoir un bac national. Aujourd'hui, le bac national, et on l'a vu, même Papa Ndiaye récemment a commencé à le critiquer, peut-être parce qu'il ne comprend pas tous les enjeux. Et finalement, casser le bac national, c'est très important, je termine là-dessus, parce que c'est derrière casser aussi le statut de la fonction publique, puisque c'est ne pas accéder au même concours, c'est ne pas accéder donc au même statut sur l'ensemble du territoire, et donc c'est participer à une ségrégation spatiale qui est extrêmement conséquente et dont les étudiants sont en train de faire les frais, et ces étudiants sont demain les acteurs de la vie professionnelle en France. Ce concept d'euro-région, vous le précisez, Emmanuel Macron avait, dès 2017, participé, animé cette conférence nationale des territoires. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce concept euro-région ? Alors, les euro-régions, justement, ça participe de l'idée que l'Union européenne devrait finalement devenir une forme un peu copier-coller des États-Unis, c'est-à-dire un grand État fédéral dans lequel les pouvoirs régaliens de l'État-nation seraient dispensés, au contraire, par les pouvoirs régionaux. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tous les mouvements régionalistes aujourd'hui, qui parfois luttent pour des bonnes raisons, avec une bonne volonté, en tout cas s'inscrivent en permanence dans le diktat imposé aussi par l'Union européenne. Et donc, ça cherche à déconstruire, à déliter, comme on est déjà en train d'en parler, la structuration de l'État et faire en sorte effectivement que, et cela va être complété d'ailleurs dans les mutations que connaît actuellement le capitalisme, parce que ça permet à certains acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs politiques mais des acteurs économiques, on pense évidemment à l'étranger à des gens comme Elon Musk ou Jeff Bezos, mais on pense en France à des acteurs comme Arnaud, Pinault ou Bouygues, d'investir effectivement dans des infrastructures qui auparavant étaient des infrastructures étatiques et qui deviennent en fait l'apanage de quelques grands propriétaires, encore une fois, et on voit par exemple effectivement que Bouygues dispose de tribunaux aujourd'hui dans lesquels finalement rendre justice, ça va être aussi dépendant finalement de Bouygues, parce que de la même manière que les médias, et vous en savez quelque chose, peuvent être dépendants effectivement des propriétaires qui les possèdent et qui les financent, et bien là peut-être que rendre justice demain ce sera aussi être dépendant non plus de la République et de sa loi commune, une et indivisible, mais dépendant des grands propriétaires. Alors, on le sait, depuis le traité de Maastricht, les Français sont dépossédés de toute une part de leur souveraineté nationale. Est-ce que vous pouvez nous en donner les exemples les plus frappants ? Alors ici, dans le livre, je reprends notamment la phrase de Marie-France Garot, et je n'invente absolument rien ici, lorsqu'elle disait que nous étions... Ancienne conseillère de Jacques Chirac dans les années 80. Tout à fait, et qui expliquait tout simplement que nous ne pouvions plus battre monnaie, plus édifier nos lois, ne plus rendre justice, et ne plus, et on le voit bien encore récemment dans l'actualité géopolitique, ne plus décider de la guerre et de la paix, ce qui est quand même décisif. Et donc effectivement, à ce titre-là, nous sommes totalement dépossédés de notre souveraineté nationale. La majorité de la population aujourd'hui, si nous faisions de ce que révèlent les sondages et si nous faisions un référendum, s'opposerait à l'aide apportée à l'Ukraine dans le conflit qui l'oppose à la Russie. Or, nous n'avons que faire, enfin en tout cas le gouvernement en France n'en a que faire et décide quand même d'être va-t-en-guerre et de suivre finalement les Américains comme on le fait depuis de trop nombreuses années déjà. Donc c'est là un exemple, mais il est vrai aussi pour notre monnaie. On sait à quel point, encore une fois, ça a été largement montré et démontré par d'autres que moi et mieux que moi d'ailleurs, mais à quel point l'euro pèse sur l'économie française et à quel point il endigue effectivement notre capacité économique et surtout notre capacité à rivaliser vis-à-vis de l'économie allemande, puisque finalement cette Europe, cette Union européenne qu'ils nous ont proposée, elle est à la fois le résultat des États-Unis et à l'échelle européenne sous domination germanique évidemment. Et vous le dites, des pouvoirs de la souveraineté française confisqués par l'Union européenne avec
ces grandes orientations de politique économique qu'on appelle les GOPE, et par l'OTAN, on voit que nous n'avons plus aucune main sur ce qui se passe en Ukraine vis-à-vis d'une paix ou d'une guerre. La quasi-totalité de nos représentants en France, de nos représentants politiques, se moquent des questions de souveraineté. Alors comment vous expliquez ce phénomène à l'aune de ce qui se passe à l'Est ? Probablement aussi parce que, pour employer les termes, une bonne partie de la classe politique est en sécession et même en trahison à l'égard du peuple français, tout simplement. Et alors, pour eux, effectivement, il est triste de reconnaître que, notamment à gauche, parce que la souveraineté nationale, quand même, rappelons-le, est quelque chose qui naît avec la Révolution française et dans l'objectif, justement, de faire en sorte que les lois soient communes à tous et que ce soit le peuple qui les édifie, c'est-à-dire non plus quelque chose soit de supranaturel et donc de divin, et donc la monarchie de droit absolu de droit divin, ni quelque chose de naturel qui serait présent avant nous. Et donc c'est l'homme qui fait l'homme quelque part. Et c'est dans ce sens-là que la souveraineté nationale est établie. Or, à gauche, aujourd'hui, la souveraineté nationale, c'est un vilain mot, un gros mot. C'est quasiment du fascisme, qui est un non-sens absolu, à bien des égards. Encore une fois, et c'est très mal comprendre ce qu'a été le fascisme dans l'histoire d'ailleurs. Et la question de la souveraineté sur le travail que j'aborde, elle est là aussi complètement laissée de côté aujourd'hui. Donc, comment je l'explique ? Eh bien, il est difficile de dire que ça puisse être autre chose que soit une incompétence crasse ou une incompréhension énorme, soit être clairement un acte de trahison. Cet acte de trahison, justement, il est au profit, on peut le deviner, des puissances atlantistes, mais comment ces puissances s'y prennent-elles pour retourner nos élites, nos dirigeants ? Alors, je crois qu'à ce titre-là, d'ailleurs, l'Union européenne et d'autres que moi, vous en parlerez certainement mieux. Pierre-Yves Rougeron, qui édite du coup mon ouvrage, en parlerait très bien. Mais je crois que le Parlement européen est une instance au sein de laquelle, dès lors qu'on étudie empiriquement ce qui s'y passe, ne se prête qu'à ça. C'est-à-dire à la fois le recours au lobby, le recours au chantage qui a lieu en permanence et parfois même pris à dépens de nos élus. Je me souviens d'ailleurs d'une fois où, encore une fois, on pense qu'on veut de la personne, et ce qui est intéressant encore une fois, c'est ce qu'il établit, mais d'une fois où Philippe de Villiers racontait, il me semble, qu'on proposait aux élus parfois tout simplement de les inviter à des matchs de rugby, de foot, etc., à prendre un verre, et puis finalement après on pesait sur eux de sorte à leur dire bah oui mais l'autre fois tu as accepté ça, et ce genre de petit chantage répété. Et je pense effectivement que la politique c'est d'abord et avant tout des rapports de force, donc c'est pas simplement avoir des idées et essayer de présenter ces idées, c'est une conception extrêmement naïve de la politique que de croire que parce qu'on a les bonnes idées et le bon discours, alors on va être entendu et les gens vont voter pour nous, etc. La politique, c'est d'abord des rapports de force. Et je crois aussi que, malheureusement, beaucoup de nos élus, souvent, sont un peu naïfs sur les questions politiques. Et une fois qu'ils sont pieds et mains liés par l'ensemble de ces stratagèmes, qui sont des petits stratagèmes dans un premier temps, eh bien, finalement, ou simplement aussi, parfois, peut-être que la gamelle y est meilleure et que, finalement, on revient sur ses principes. Alors, vous évoquez aussi le rôle de l'intelligence artificielle dans votre ouvrage, une intelligence artificielle dans le mode de production actuel et à venir, et vous dites qu'elle va soutenir ce concept, une économie techno-féodale. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept ? Oui, alors le techno-féodalisme correspond simplement à la phase de mutation du capitalisme dans laquelle nous sommes déjà entrés, c'est-à-dire à un niveau de développement très conséquent des forces productives. On parle de l'intelligence artificielle, on peut parler peut-être aussi des travaux qui ont trait à la fusion nucléaire, par exemple, qui peut-être pourrait voir le jour si on laissait les chercheurs travailler sur ces questions-là correctement. Et donc, c'est-à-dire un véritable développement, le numérique, évidemment, qui est un enjeu décisif, mais avec des rapports sociaux dont nous avons déjà un petit peu parlé précédemment, des rapports sociaux qui s'apparentent davantage à ceux du féodalisme. C'est-à-dire qu'encore une fois, la reprise en main du pouvoir politique sur le pouvoir économique est une forme d'acquis, en tout cas je le considère comme tel, dans le courant du 19e siècle notamment, alors qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons des acteurs économiques qui pèsent davantage que des États, raison pour laquelle, encore une fois, Elon Musk peut très bien dire qu'il n'a pas vocation à devenir président des États-Unis puisqu'il possède aujourd'hui davantage de pouvoir que le président, ce qui est vrai. Ce qui est tout à fait vrai.
Et on pourrait dire la même chose, encore une fois, de Jeff Bezos et d'Amazon. C'est-à-dire qu'Amazon, qui était une librairie en ligne au départ, aujourd'hui, il y a des écoles Amazon, et c'est-à-dire il va y avoir un ensemble de systèmes organisés, de contre-sociétés à l'intérieur même de la société américaine, réservés à quelques privilégiés qui en ont les moyens, contrôlés justement par l'univers Amazon, c'est-à-dire que, en fait, ce sont des entreprises mondes. C'est-à-dire que pour eux, eh bien, la logique politique, économique et technologique, elle va de pair. Et c'est de cette manière-là qu'ils construisent leur empire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un tort énorme que de considérer que le capitalisme en est simplement à une phase néolibérale. En réalité, il y a une vraie concurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre des acteurs comme Emmanuel Macron, bon, alors on n'est pas sur le même cadre territorial, mais entre un Emmanuel Macron qui est toujours dans cette visée néolibérale qui est souvent critiquée et un Elon Musk, on n'est pas du tout en réalité sur la même manière de concevoir les évolutions du capitalisme. En réalité, le néolibéralisme est en train de mourir, tout simplement. C'est pour ça que c'est avoir au moins un train de retard que de considérer que les attaques que nous devons porter sont d'abord à l'encontre du néolibéralisme. Encore une fois, le néolibéralisme a été, à partir des années 30, le moyen pour les libéraux d'accomplir leurs intérêts au travers d'un travestissement des gouvernements, de sorte à ce que ceux-là servent leurs intérêts. Aujourd'hui, ils n'ont tout simplement plus besoin des gouvernements. Et donc l'éclatement des nations, l'éclatement des États-nations aura permis aussi cela. C'est-à-dire que de sorte qu'ils puissent se développer et être beaucoup plus conséquents et avoir beaucoup plus de pouvoirs, et des pouvoirs qui sont supranationaux de manière générale, et avec une implantation territoriale qui n'a plus à être décidée par un Parlement, et donc on dépossède encore davantage le pouvoir des individus. Et pour parler très clairement, donc, ça rejoint l'idée des eurorégions aussi, puisqu'encore une fois, ça veut dire qu'on va reconstituer quelques fiefs, quelques baronnies, et qu'à côté de ça, dans le monde du travail, le techno-féodalisme, c'est aussi une perte des acquis décisifs du mouvement ouvrier dans l'histoire, en ce sens qu'on voit beaucoup de revenir un travail à la tâche, c'est-à-dire beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui n'embauchent plus en réalité et qui usent de la micro-entreprise pour éviter d'avoir à payer des cotisations, etc. Le pire des cas étant les travailleurs ubérisés, qui n'ont plus aucune sécurité sociale et qui sont mixés avec les travailleurs détachés. C'est-à-dire qu'en réalité, nous avons un retour du travail à la tâche. Or, la fin du 19e siècle, notamment en France, et le début du 20e siècle a consisté justement à sortir du travail à la tâche, ne plus être rémunéré à la tâche, pour obliger le capital à devenir à la fois un employeur dans un premier temps, et ensuite les conquêtes de 1946 dont nous nous revendiquons ont permis de sortir des secteurs d'activité économique entiers, comme la santé, du joug capitaliste, de sorte à ce que les individus soient payés non pas dans un travail à la tâche, mais par rapport à leur qualification. Et on est complètement en train d'éclater ce système-là. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le MEDEF ne s'est pas caché depuis plusieurs dizaines d'années déjà dans sa volonté de détruire méthodiquement les acquis du CNR. Notons quand même que même le MEDEF, par contre, trouve que Macron il va un petit peu fort ces derniers temps, donc c'est dire. Et sur l'idéologie de ce techno-féodalisme, vous dites que c'est l'écologisme réactionnaire, le droit de l'hommisme, petit bourgeois et abstrait. Tout à fait. Alors, le techno-féodalisme, d'ailleurs, c'est un syntagme que j'emprunte à Cédric Durand, qui est un auteur qui analyse justement ces mutations du capitalisme. Donc, je le lui dois. Toutefois, j'accompagne cela de quelque chose que j'ai analysé depuis plusieurs années et que j'appelle l'écologisme réactionnaire, c'est-à-dire sur les volets anthropologiques, politiques, économiques, encore une fois, voire même spirituels, un retour, effectivement, à des doctrines qui sont des doctrines archaïques. Régis Debray avait très bien montré que l'archaïsme était à la fois ce qui relève du passé et en même temps ce qui a le pouvoir. Arché, c'est le pouvoir. Et donc que ça allait revenir en force. Dans les années 80, dans la critique de la raison politique, Régis Debray avait très bien montré cela. Et aujourd'hui, on le voit revenir. C'est-à-dire que la logique du clan, la logique de la tribu, la logique communautaire. Et aujourd'hui, nous devons lutter, et là vous voyez bien que ça participe aussi de l'éclatement de la République, contre un ensemble grandissant de communautarisme. Certains s'en revendiquant très clairement, d'autres le faisant en ayant bonne conscience. C'est-à-dire que construire un éco-village en faisant communauté à part, en fait, c'est se refuser d'emblée à faire société aussi. Et donc, ça a des implications anthropologiques nouvelles, notamment sur le système de parenté. Et je prends par exemple dans le livre le fait que les mutations liées au polyamour, etc., qui sont des retours à la communauté subie, c'est-à-dire une communauté que vous ne choisissez pas vraiment. Alors souvent, ils en ont les moyens, ceux qui commencent aujourd'hui, parce que souvent, il ne faut quand même pas se le cacher, ce sont des fils à papa qui... Michel Kluskar avait très bien analysé ça, la différence entre le genre et le niveau de vie. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui ont le même niveau de vie, parce que papa et maman
travailler dans des grands groupes financiers souvent, mais qui se permettent d'avoir un autre genre de vie. C'est-à-dire ils peuvent se dispenser de travailler simplement parce qu'ils ont déjà la rente et le capital qui leur permet du coup de produire une autre forme de vie. Mais en réalité, ils ont le même niveau de vie. Parce que moi, si demain je voulais monter un petit éco-village et regrouper des amis, etc., et le construire, je vais très vite manquer de financement. Hein. Déjà, je ne pourrais pas acheter un mot complet. Hein. Je pourrais faire peut-être des levées de fonds, etc. Enfin, vous voyez bien que c'est délirant en fait. C'est réservé déjà à une toute petite minorité en réalité. Et au sein même de cette minorité-là, on revit la communauté subie, c'est-à-dire qu'en fait, l'histoire anthropologique de l'humanité, notamment en Europe, c'était la constitution de l'individu, c'est-à-dire sortir de la communauté subie, c'est-à-dire sortir de la vieille tante qui dit « Ah, mais un tel, il a été voir le voisin, etc. Il était marié avec un tel, mais finalement ils ont divorcé, c'est pas bien, etc. » Le jugement permanent. C'était cet acquis de l'individualité. Eh bien, aujourd'hui, on a deux formes différentes. La société libérale qui a atomisé les individus et qui a extrapolé l'individualité à l'extrême, c'est tout ce qu'on a vu dans les mouvements wokistes, et de l'autre, finalement, un retour à cette communauté subie avec des polyamoureux qui se présentent en réalité comme un choix, alors qu'en fait, on est simplement dans un retour à la polygamie endogamique, c'est-à-dire que finalement, on va avoir plusieurs partenaires et qu'on va aller chercher dans sa tribu. Donc finalement, c'est un profond retour en arrière. Et donc là, on la voit bien, la logique féodale, réactionnaire, etc. Et donc ceux qui sont les premiers à pointer du doigt, d'ailleurs des personnes comme moi, de réactionnaires ou de fascistes, en réalité, ont des vies profondément réactionnaires et dont ils ne comprennent même pas les enjeux. Alors vous tirez à boulet rouge également sur les GAFAM, ces grandes entreprises mondialisées, Google, Apple, etc. Et leur relais, leur boss, Steve Jobs, Elon Musk, avec Neuralink, son entreprise, son projet d'implémenter des puces dans le cerveau humain, et leur relais, que ce soit Yuval Noah Harari, conseiller spécial de Klaus Schwab, le président du Forum de Davos, ou encore Laurent Alexandre, qu'on voit sur les plateaux de télévision. Et vous dites qu'in fine, leurs travaux conduiraient à une forme d'eugénisme aujourd'hui. Tout à fait, et d'ailleurs l'eugénisme participe en grande partie de l'idéologie dominante partagée par une grande partie de la population, et c'est ça qui est très inquiétant. C'est la raison pour laquelle nous défendons un humanisme partagé total. par une grande partie de la population. Oui, j'y reviens. Juste avant, je tiens à signaler que toutefois, il y a des rapports de force internes aussi dans les classes dominantes, et que le projet Neuralink, par exemple, officiellement, pour Elon Musk, on peut le voir d'un autre œil bien sûr, mais s'inscrit en opposition avec le transhumanisme, sous-entendu que pour lui, il est nécessaire de faire ça justement pour lutter ceux qui vont utiliser à mal l'intelligence artificielle. Toutefois, bon, on est en droit d'émettre certains doutes. Toutefois, effectivement, partagé en ce sens que, encore une fois, il va y avoir la décroissance subie, puisque la décroissance est un concept aussi très intéressant qui apparaît à partir du moment où de toute façon il n'y a plus de croissance. Donc, en fait, c'est pas un choix, c'est une réalité. Et donc, on nous fait accepter depuis plusieurs années le fait d'entrer dans un pays du tiers-monde. Donc, vous voyez que petit à petit, effectivement, toutes les infrastructures ont été détruites et qui participent de ce dont nous parlions au début de notre entretien. Et finalement, on nous l'a fait accepter parce que, vous voyez, il faut vivre petitement, il faut être minimaliste, il faut se contenter de peu de choses, etc. C'est toute la logique colibri, Pierre Rabhi, etc. Et le plus gros pollueur étant l'homme, et l'homme étant horrible, eh bien, il faut en plus se passer de faire des enfants et voir si peut-être on pouvait liquider une partie de la population, ce serait très bien. Donc en fait, il y a une convergence non sue, non dite, non volontaire, mais d'idiots utiles qui participe aussi du mouvement transhumaniste, en ce sens que de l'autre côté, c'est-à-dire pour les élites, effectivement, on en vient à un tel développement des forces productives qu'on considère, et c'est très clairement le discours de Harari et de Laurent Alexandre, de dire que finalement, eh bien, il y a une partie de la population, on ne sait pas ce qu'on va en faire, donc autant mettre en place dès aujourd'hui des politiques eugénistes. Donc là, oui, très clairement, on est dans un anti-humanisme qui trouve d'ailleurs ses racines, encore une fois, malheureusement, dans une certaine philosophie postmoderne, chez Claude Lévi-Strauss, chez Heidegger, etc. Il ne s'agit pas de fustiger Claude Lévi-Strauss, je ne pense pas que l'anthropologue qu'il était aurait souhaité cela. Mais en tout cas, ces doctrines-là ont eu des implications politiques. Et ces implications, eh bien aujourd'hui, on en voit le jour. C'est-à-dire que quand on considère que ce ne sont que les structures qui sont importantes et qu'on déconsidère l'apport politiquement de l'homme, eh bien on en vient finalement à déconsidérer l'homme tout court, et ça crée les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Vous abordez une doctrine, celle du socialisme. Je l'ai dit tout à l'heure, vous étudiez l'humanisme, le socialisme, la souveraineté, tout ça réuni. Qu'est-ce qui vous différencie d'un homme de gauche comme François Mitterrand, qui est
le grand chef du socialisme en France encore aujourd'hui. J'aurais presque envie de dire tout, mais la première chose étant encore une fois que la gauche et le socialisme sont des choses très différentes et depuis toujours. Et qu'encore une fois, que ce soit pour Marx, pour Lénine, l'union des gauches, ça n'avait absolument aucun sens, ça ne voulait absolument rien signifier. Et la gauche a toujours été, dans le paysage politique français, apparenté au libéralisme. Donc en réalité, ça n'a rien d'étonnant. C'est ce que j'expliquais dans mon livre précédent, Marxisme et intersectionnalité, c'est-à-dire qu'en réalité, l'extension des marchés à partir des droits individuels que nous connaissons est la logique libérale la plus accomplie. Et comme on pense que la gauche, c'est forcément le socialisme, alors on fait des erreurs gravissimes. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est le résultat des libéraux. Donc finalement, pas grand-chose à voir avec François Mitterrand, en ce sens aussi que le tournant de la rigueur a été un tournant qui était nécessairement implanté, j'ai envie de dire, dans les logiques qu'il poursuivait en amont et de toute façon, qui n'avait pas grand-chose à voir avec ce que nous défendons. De la même manière, sur le caractère national du message que nous portons. La gestion de la production. Vous dites la voie française de gestion de la production. Tout à fait. Je voulais revenir simplement sur au niveau géopolitique, le caractère national, de considérer effectivement que la nation était porteuse de guerre, etc. Alors que je montre dans le livre, encore une fois, que c'est plutôt l'impérialisme qui est toujours porteur de guerre. Encore une fois, on le voit bien aujourd'hui, on le voit bien avec les États-Unis. Et finalement, la nation a toujours été plutôt une garantie de paix, ce que d'ailleurs Jean Jaurès avait très bien compris et toujours défendu là aussi. Oui, Mitterrand avait dit devant le Parlement européen, le nationalisme, c'est la guerre. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez et chose qu'on répète comme un slogan. En pensant à la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait, chose qu'on répète comme un slogan à longueur de temps dans les salles de classe, etc. Alors que c'est un non-sens. Et qu'encore une fois, quand on pense à la Seconde Guerre mondiale, le prétendu national-socialisme, encore une fois, était un impérialisme conquérant qui justement n'a fait que s'efforcer d'élargir son territoire, l'espace vital tant chéri par Adolf Hitler notamment, et dont la politique n'était absolument pas socialiste, mais on le sait, d'accord, longuement financé par Henry Ford, etc., a permis en réalité de sauvegarder le capitalisme en crise. C'est-à-dire que le pouvoir des socialistes, et notamment des spartakistes en Allemagne, était extrêmement conséquent à ce moment-là. Et finalement, on a préféré faire le choix d'une sauvegarde du capitalisme. Donc la réalité, c'est que c'était ni national, ni socialiste. C'était impérialiste et capitaliste. Et sous couvert, effectivement, de ce syntagme, désormais, il serait impossible d'aborder ces questions-là et de les lier, ce qui est dramatique. Un État-nation qui a pu être le moyen d'oppression d'une classe sur une autre et qui va devenir le moyen de résister à la mondialisation. On en parle dans un instant. Alors, je le disais en introduction, Loïc Chéniaud développe une thèse de doctorat sur le sociologue et philosophe français Michel Clousquer. Vous le citez dans votre ouvrage, Pour une souveraineté intégrale. L'État-nation a pu être le moyen d'oppression d'une classe par une autre. Il devient le moyen de résister à la mondialisation. Alors en quoi l'État-nation peut aider aujourd'hui les Français à retrouver leur souveraineté nationale ? Alors d'abord, je tiens à signaler que là encore, c'est une analyse marxiste et que si je m'inscris dans ce sillage-là, c'est absolument pas par idéologie ou parce que ça me ferait bien plaisir, etc., mais parce que c'est un outil d'analyse du monde social qui me paraît tout à fait adéquat, là où d'autres pêchent, au contraire, par leur inefficience et leur inefficacité. Et justement, Michel Clousquer s'est efforcé ici de s'intéresser à toutes les choses, et notamment à la question de l'État, en marxisme, c'est-à-dire dans leur évolution, et non pas en les essentialisant. Or, aujourd'hui, beaucoup trop de personnes, y compris à gauche, et surtout à gauche, qui se prétendraient pourtant marxistes, voient toujours dans l'État une instance de domination qu'il faudrait nécessairement abolir et voire dépérir. Alors, la première chose que j'aurais à dire, c'est qu'ils doivent être satisfaits parce que le dépérissement de l'État, il a déjà lieu. Donc, c'est déjà, j'ai envie de dire, nice job, c'est déjà réussi. Parfait. Donc, mais en réalité, ce que montre effectivement Michel Clousquer, c'est que l'État-nation a un temps été effectivement, quand la bourgeoisie prend le pouvoir sur l'aristocratie, et dans le long cours du 19e siècle, la constitution de l'État-nation permet en partie, chose qu'il faudrait tempérer d'ailleurs, et ce que Jaurès faisait très bien, permet en partie d'asseoir la domination réelle de la bourgeoisie. Bien sûr, et donc à ce titre-là, elle a été à un moment donné pour les classes populaires un outil de domination. Toutefois, au regard des formes nouvelles que connaît le capitalisme et dont nous avons déjà parlé en amont dans cet entretien, il est très
clair que l'État-nation alors devient un rempart. C'est-à-dire que le meilleur moyen, effectivement, de ne pas subir la contrainte de l'exploitation, de la destruction du travail vivant opérée par le capital à très grande échelle, dont on connaît les délocalisations, les directives sur les travailleurs détachés, etc., c'est bien le rempart national. D'accord ? C'est la raison pour laquelle je cherche à articuler les deux, la souveraineté nationale et la souveraineté sur l'organisation de la production, et donc la souveraineté sur le travail. Les deux allant de pair pour moi, pas l'une d'abord ni l'autre ensuite. Mais il est très clair qu'aujourd'hui, pour garantir un statut, par exemple, et des salaires minimums, il faut que ce soit fait dans le cadre national. Mais Loïc Chéniaud, quand vous parlez de l'État-nation comme d'un rempart, comment que vous expliquez le fait que la France ait été victime du krach de Wall Street qui venait des États-Unis? Pourquoi l'État-nation n'a pas réussi à protéger les Français à cette époque-là? On n'avait pas l'Union européenne. Non, vous parlez de 1929. Oui, voilà. Oui, d'accord. Non, mais alors, on est dans une toute autre configuration à ce moment-là qui n'est même pas le capitalisme monopoliste d'État, mais qui est le capitalisme concurrentiel libéral. Et donc, à partir de ce moment-là, l'État-nation ne représente pas la force que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle les acquis de 1946 dans lesquels nous inscrivons, encore une fois, sont décisifs. C'est-à-dire, ce qu'on va appeler l'État-providence, en fait, est une rupture fondamentale qui, là, effectivement, va garantir ces droits-là. Donc, mais simplement, ce qu'on appelle l'État-providence n'est pas le fruit de la providence et n'a pas émané du ciel, en réalité. Au contraire, il s'est institué dans un rapport de force politique, dans un rapport de lutte de classe, dans un rapport de force politique, d'abord parce que l'idée de participation gaullienne, par exemple, elle se fait parce que De Gaulle reconnaît qu'une bonne partie de la bourgeoisie a collaboré et a trahi, et que donc, désormais, il va falloir faire entrer une bonne partie des classes populaires dans la gestion et l'organisation du travail. Et puis, un rapport de force aussi interne en France, avec un parti communiste, premier parti de France, et des syndicats bien mieux organisés qu'aujourd'hui, et qui porte surtout les revendications des travailleurs. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer 1929 et 1946 en fait en France. Et nous, ce dont nous nous revendiquons, c'est bien de 1946, c'est-à-dire de ce moment où l'État est repris en main par le mouvement ouvrier et par les travailleurs en réalité. Et où là, à partir de ce moment-là, l'État-nation c'est quelque chose. C'est-à-dire que le XXe siècle en France, c'est la reconquête, par définition de ce dont on parlait, c'est très bien, de l'État-nation qui était l'apanage de la bourgeoisie par le mouvement ouvrier. Et donc, à ce moment-là, les classes populaires se confondent avec la nation. Donc, la nation n'est plus un ennemi de classe, au contraire. Et c'est la raison pour laquelle, et ça rejoint tout à fait ce que disait Marx et Engels dans le manifeste, lorsqu'il disait que les travailleurs n'avaient malheureusement pas de patrie. Alors, ils disent pas malheureusement, c'est moi qui l'ajoute, mais parce que souvent, on a entendu, ils n'ont pas à avoir de patrie, alors qu'en réalité, ça voulait dire, la patrie leur a été kidnappée. Eh bien, justement, les conquêtes sociales du mouvement ouvrier au cours du XXe siècle ont consisté justement à récupérer cet appareil. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il devient un outil décisif pour nous. Mais alors, ce rétablissement de la souveraineté nationale, est-ce qu'on peut l'envisager par une démarche strictement électoraliste ? Alors, en tout cas, je pense que c'est insuffisant, et c'est aussi la raison pour laquelle je pense qu'il faut envisager la reconquête sur la conquête de la souveraineté sur le travail comme allant de pair. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous aurons la gestion nationale, le rétablissement n'est pas une fin en soi. Tout à fait. À partir du moment où nous aurons aussi la gestion économique, alors il sera plus simple de peser nationalement. Et inversement, c'est pour ça qu'en réalité, pour des raisons qui est nécessaires à l'exposé et nécessaires à l'écriture, qui nécessitent un ordre chronologique, évidemment, on expose d'abord à l'un des deux éléments, puis l'autre. Mais en réalité, ces deux éléments doivent être conjoints. Et là encore, on rejoint la logique techno-féodale, c'est-à-dire que ce soit la charte d'Amiens qui occupe la CGT et qui lui fait dire qu'elle doit se refuser à participer à la vie politique, etc., ou que ce soit les discours politiques qui se refusent à participer à l'action syndicale, eh bien, ils sont déphasés par rapport à la phase dans laquelle entre le capitalisme dont nous allons parler, qui, elle, est techno-féodale et qui, elle, apparente l'économique, le politique, le technologique. Alors, pour riposter face à ça, nous devons faire exactement la même chose et pas prioriser l'un ou l'autre, ou l'un puis l'autre, mais agir de manière concomitante. La souveraineté nationale, dites-vous, doit viser à la marginalisation du capital dans l'organisation économique. Alors, quand vous dites marginalisation du capital, à quel capitalisme pensez-vous ? Je pense à la même chose, encore une fois, que Marx et Engels quand ils sont bien lus et bien compris, c'est-à-dire les grands moyens de production. Encore une fois, ce qui a été fait lors de l'après-guerre, non pas que ce soit un horizon indépassable, mais c'était un horizon qui nous permettait d'avancer dans une direction claire et qui a été complètement détruit. Qu'est-ce que ça veut dire, les grands moyens de production ? Eh bien, c'était les réseaux d'énergie, les réseaux de transport, pourquoi pas même l'immobilier, tout ce qui avait été à ce moment-là nationalisé, d'accord ? Et donc, marginaliser les tenants du capitalisme,
capital, ça veut dire justement prendre le contre-pied de tout ce dont nous avons décrit tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas laisser l'expansion économique et politique à quelques individus, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'oligarchie, en pointant du doigt les politiques. C'est une chose, mais l'oligarchie de demain, elle va être beaucoup plus minoritaire et beaucoup plus puissante. Encore une fois, quand on parlait des GAFAM, c'est ce qui arrive. Donc c'est une énième fois avoir un train de retard que de croire que c'est un problème exclusivement politique. Et donc évidemment, ce sont ces acteurs-là que nous voulons marginaliser et absolument pas, encore une fois, les petits patrons, les indépendants, etc. C'est pas notre sujet en réalité. Et Marx et Engels, déjà, ne le confondez pas. Il y a une différence entre le patron et la bourgeoisie. Et encore une fois, c'est pour ça que je rappellerai qu'à l'origine, ils sont totalement distincts. Et on a vu pendant les Gilets jaunes. Voilà. Et que des petits patrons, effectivement, rejoignaient les rangs des Gilets jaunes. Mais surtout, la bourgeoisie, en réalité, n'a jamais cherché à être employeuse, à être patron, etc. C'est pour ça qu'elle organisait le travail à la tâche. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'une des conquêtes du mouvement ouvrier avait été de la contraindre à devenir employeur, en fait. Et donc, si on confond la bourgeoisie, c'est-à-dire les grands tenants du capital, avec simplement ceux qui essaient de maintenir leur petite entreprise en se payant parfois moins même que leurs propres salariés, alors on n'a rien compris et on est dans une forme de paléo-marxisme, encore une fois. Comment alors parvenir à cette marginalisation du capital? Est-ce qu'on va retourner au communisme avec la collectivisation? Non, alors déjà, c'est là aussi qu'on entend une voix française particulière vers le socialisme et des voix nationales, comme elles ont pu exister ailleurs, comme elles ont pu exister au Venezuela, comme elles ont pu exister au Burkina Faso, comme elles peuvent exister, j'insiste, à l'heure actuelle en Chine, en réalité. C'est-à-dire que finalement, ça prend différentes formes parce qu'il ne s'agit pas de nier la réalité nationale, la réalité culturelle, les réalités anthropologiques, qui font que les peuples sont différents, point barre. Et donc, à partir de ces réalités-là, des réalités historiques, eh bien, il s'agit d'en tenir compte et d'évoluer en fonction de tout cela. Et donc, marginaliser les tenants du capital, ça passe justement par cette reconquête de l'outil de travail, c'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas les tenants du capital qui permettent de créer de l'emploi et de nous faire vivre, c'est au contraire ceux qui travaillent tous les jours et qui se lèvent chaque matin qui les font vivre et qui les font extrêmement bien vivre parce qu'eux profitent justement de ce travail-là. Eh bien, reprenons l'outil de travail, c'est la raison pour laquelle dans les actions politiques que nous invitons à faire parfois, nous proposons aussi des grèves de la redistribution, parce qu'on peut s'arrêter de travailler, mais on peut aussi continuer à produire et décider de gérer nous-mêmes le circuit de production. Puisque quand nous parlons des classes populaires, quand nous parlons du prolétariat, etc., nous incluons bien sûr aussi pour nous 99% de la population en fait. C'est-à-dire que les dites nouvelles couches moyennes, c'est-à-dire ces personnes qui sont salariées, mais qui soit s'inscrivent dans le cadre toujours aujourd'hui d'emplois industriels pour ceux qui restent en France ou du tertiaire, mais qui participent de la production sans produire, qui sont des managers, qui sont des cadres supérieurs, qui sont des techniciens, etc. Toutes ces personnes-là, en réalité, aujourd'hui, gèrent la gestion économique et sont aussi en phase d'être précarisées et ils le prennent de plein fouet aujourd'hui. Quand vous parliez des Gilets jaunes, effectivement, les Gilets jaunes étaient beaucoup composés de ces personnes-là et de ces sociologies-là. Et donc c'est la raison pour laquelle on a tout fait pour créer une distance entre, disons, les ouvriers et les cadres dans la gestion de l'organisation. Alors qu'en réalité, les ouvriers se sont davantage qualifiés, donc la classe ouvrière s'est élargie et elle comprend aussi un certain nombre de cadres. Et donc en réalité, la gestion de l'organisation, nous l'avons déjà. Ce n'est pas Bernard Arnault ou François Pinault qui font tourner les entreprises. Donc en fait, nous pouvons le reprendre en main. Et l'extension politique de ça, c'est la proposition que nous formulons dans la continuité de Michel Clouscar, c'est-à-dire d'ériger, d'édifier un Parlement du travailleur collectif. Alors, on va y venir, mais avant, j'aimerais qu'on évoque aussi le cas des syndicats. On l'avait vu lors de l'épisode des Gilets jaunes. Aucun des syndicats n'avait rallié les Gilets jaunes, n'avait soutenu les Gilets jaunes. Mais alors, dans cette marginalisation du capital que vous appelez de vos voeux, quel serait le rôle de ces syndicats ? Eh bien, s'ils faisaient correctement leur travail, encore une fois, déjà de reconquérir l'outil de travail. Le fait est malheureusement... Qu'est-ce que vous leur reprochez, Alain ? Le fait est malheureusement qu'on voit là encore, je ne dis pas que c'est le seul élément, mais que c'est quand même un élément qui est important, un parmi d'autres, que la Confédération européenne des syndicats, encore une fois, pèse très lourd sur les orientations syndicales aujourd'hui. Pas exclusivement, mais en tout cas... Et de la même manière, c'est ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont totalement enclavés dans la charte d'Amiens pour ce qui est de la CGT. Pour les autres syndicats, d'ailleurs, ce sont massivement des syndicats de collaboration de classe, donc c'est un autre problème. Mais au moins la CGT pourrait au moins être à l'avant-garde, ça serait la moindre des choses. Toutefois, malheureusement, comme elle se refuse à aller sur le terrain politique, et c'est d'ailleurs ce qui l'a réfréné vis-à-vis des Gilets jaunes, qui avaient des revendications politiques importantes. Or, si il y avait eu, vous voyez, en fait, l'alliance de la CGT et des Gilets jaunes, si elle avait été correctement réalisée avec une CGT qui fonctionnait bien, ben en fait, ça aurait été un premier temps un blocage, puis une réorganisation de l'outil de travail et une reprise de la souveraineté nationale. Et en fait, nous avions réussi. C'est l'entente de classe qu'ils n'arrivent pas à remettre sur pied, les syndicats qu'ils ne veulent pas remettre sur pied.
L'entente de classe pour une réconciliation nationale que vous appelez de vos voeux. L'entente de classe entre, on va dire, le petit patron, le cadre et le travailleur. Parce que dans la mutation actuelle du capitalisme, encore une fois, pour moi, nous participons de la même classe. D'accord ? Il ne s'agit pas d'une entente de classe. Il y a bien une lutte de classe qui demeure. Simplement, encore une fois, il faut bien comprendre que la lutte de classe, elle est à conduire contre une certaine bourgeoisie apatride qui, elle, n'a aucun intérêt ni social ni national. Et elle est extrêmement minoritaire, celle-ci. Encore une fois, un indépendant ou un petit patron, en réalité, à l'heure actuelle, quand on fait une analyse sociologique sérieuse des mutations du capital depuis au moins 50 ou 60 ans, en réalité, il n'est pas dans des conditions plus ou moins favorables que des salariés, ou en tout cas, ça se joue à très peu. Donc, en réalité, il y a une relecture de classe à opérer, ce que Michel Clouscar, là encore, avait très bien fait, notamment dans La Bête sauvage, ou plus encore dans La métamorphose de la lutte des classes. Et donc, il y a tout un appareil à tenir, c'est-à-dire qu'en réalité, le prolétariat paraît être un terme usagé et finalement désuet surtout, alors qu'en réalité il traduit, et c'est en ça que ce concept est malgré tout intéressant et important, il traduit une réalité qui connaît des mutations et qui en fait s'est élargie. Mais en fait j'ai juste envie de dire, les nouvelles couches moyennes, et encore une fois des managers à 3 500 € net par mois, ne sont pas des gens riches, ne sont pas des bourgeois, ne sont pas des gens qui participent du capital. Donc en réalité le problème c'est qu'ils participent de la fausse conscience, c'est-à-dire qu'ils croient qu'ils vont participer au banquet, mais enfin entre entre un très grand responsable régional d'une PME en France qui serait allé, mettons, à 8 ou 10 000 € par mois, les écarts qu'il y a entre lui et Bernard Arnault sont plus que conséquents. C'est un non-sens. Bernard Arnault, 10 000 €, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est toutes les 5 minutes environ. Vous voyez, ça n'a pas de sens en fait. Donc on peut pas, la lutte des classes ne peut pas se porter à la fois contre les personnes qui sont ces petits patrons ou ces nouvelles couches moyennes responsables d'agence et Bernard Arnault. Donc la lutte des classes, elle existe, elle persiste, elle est même plus violente que jamais probablement. Donc c'est pas une entente de classe, c'est simplement unifier la classe. Et l'unification de la classe, elle se fait évidemment, bien sûr, à l'échelle nationale, puisque la classe qui est concurrente, la bourgeoisie, elle, est totalement apatride et cherche à faire du profit indépendamment de la nation. Vous évoquez des formations sociales antagoniques. Alors, c'est quoi en dehors des syndicats ? Ici, les formations sociales antagoniques relèvent plutôt justement de la question du mode de production. C'est-à-dire qu'une formation sociale antagonique, ça veut dire, par exemple, encore une fois, 46, c'est à l'intérieur même du mode de production capitaliste, une autre forme possible de société qui s'est instituée. D'accord ? C'est-à-dire que se passer du crédit, par exemple, en utilisant la subvention, dégager l'entièreté d'un pan de la production, notamment la santé, de l'ordre capitaliste, etc., c'est déjà constitué une nouvelle formation sociale. D'accord ? C'est-à-dire que, comme le montre très bien Hegel et Marx, en réalité, la société connaît des contradictions. Donc ça veut dire qu'au sein même du capitalisme, il y a des contradictions. Ces contradictions, elles ne sont pas le fruit simplement de choses qui se passeraient malgré nous. C'est-à-dire elles sont le fruit de rapports de force. Il s'agit donc pour nous d'instituer ces rapports de force, de les poursuivre, de les continuer. Et c'est tout ce dont nous parlons depuis tout à l'heure. Et donc, vous voyez bien qu'au sein même du mode de production capitaliste, il y a donc des mutations du capitalisme, c'est celle du techno-féodalisme dont nous avons parlé, et nous invitons à impulser d'autres formations sociales en invitant justement à constituer ce rapport de force. En réalité, le capital gagne dès lors qu'il n'y a pas de rapport de force. Quand les rapports de force existent, ça lui est rarement favorable. Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, Denis Kessler disait qu'il faut déconstruire méthodiquement les acquis du CNR, qui étaient des acquis de classe, encore une fois. Alors, vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, Loïc Chéniaud, le concept d'un parlement du travailleur collectif qui viendrait en supplément du parlement actuel. Alors, c'est quoi le concept ? Qu'est-ce que cela apporterait ? Eh bien, l'objectif, c'est d'enrichir encore une fois la citoyenneté. D'enrichir la citoyenneté, en plus de ses droits politiques, de droits économiques. De droits économiques qui peuvent bien sûr être, si on les institutionnalisait, celui d'un salaire à la qualification, par exemple. On a déjà le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. C'est très différent. Et ça, c'est la première chose. Maintenant, le Parlement du travailleur collectif peut s'édifier, et c'est ce à quoi nous travaillons aussi à l'IHT, virtuellement. Virtuellement, ne voulant pas dire exclusivement numériquement. Évidemment que le numérique peut être un outil, mais ça veut dire qu'il peut exister virtuellement au sens où il n'est pas déjà reconnu par les institutions. Mais c'est pas pour ça qu'il ne peut pas exister. Au contraire, encore une fois, l'Assemblée nationale, elle existe à ses origines indépendamment. D'accord ? Le serment du jeu de paume signifie, eh bien, nous nous assemblons dans les intérêts du tiers-État. Bon, c'est la bourgeoisie qui mène la lutte
élite à ce moment-là et qui en est à la tête, évidemment, mais contre l'aristocratie. Et sans l'aval, justement, de ceux qui ont une domination réelle à ce moment-là, eh bien, nous pourrions faire la même chose. C'est-à-dire, compte tenu de ce que j'ai décrit tout à l'heure sur l'organisation de la production, sur la gestion que nous pouvons avoir, sur la classe ouvrière élargie, etc., nous pourrions tout simplement dire, nous réunir, et en plus, l'outil numérique qui est merveilleux, jouons sur le même terrain que le technoféodalisme, encore une fois. L'outil numérique pourrait nous permettre de nous organiser par catégories socio-professionnelles notamment, etc., et d'édifier et de commencer. Alors non, si la corporation, effectivement, c'est les épisodes passés, notamment de la Révolution nationale, etc., qui ont toujours été des épisodes aussi là, de collaboration de classe, nous envisageons ça dans une forme beaucoup plus d'ailleurs étatique et planifiée, et donc ce ne serait pas le retour des corporations. Encore une fois, c'est 46, et ce n'est pas les corporations. Mais l'objectif ici, justement, c'est d'avoir et c'est l'importance d'avoir le pouvoir politique, parce que ce qui est important, c'est le rapport de force. La corporation, sous la Révolution nationale, ce qui est décisif, c'est que le rapport de force politique est en faveur de la classe dirigeante. Encore une fois, quand on disait la bourgeoisie a massivement collaboré, c'est-à-dire qu'en fait, quand Vichy met en place la corporation, elle se trouve finalement avec des intérêts de classe qui sont totalement contraires à celles des classes populaires. C'est l'exact inverse que nous voulons. Vous allez vous faire des amis au MEDEF. Loïc Chéniaud, ce Parlement du travailleur collectif, est-ce que ce n'est pas un danger pour l'entreprise au final? Alors, au contraire, ce que je dis dans le livre, c'est que le capital a empêché la libre entreprise et qu'au contraire, nous voulons l'accomplir. Puisque, encore une fois, on le comprend bien, aujourd'hui, nous connaissons une crise d'accumulation et de concentration du capital. Et c'est ce dont nous parlions tout à l'heure avec la question des GAFAM, encore une fois, et du technoféodalisme. On voit bien que c'est quelques petites entreprises, quelques petits acteurs qui sont en train de concentrer le capital contre, justement, les petites et moyennes entreprises. Encore une fois, on parlait des grandes orientations de politique économique, celle-ci demande pour la France de limiter justement la création des petites et moyennes entreprises. Donc on voit bien, encore une fois, tout ça est cohérent avec ce dont nous parlions depuis le début, en tout cas il me semble. Et c'est la raison pour laquelle nous, au contraire, nous sommes pour la réalisation de ces entreprises qui aujourd'hui ne s'en sortent pas. Et par exemple, les classes moyennes qui, elles, ne sont pas les nouvelles couches moyennes salariées, les petits patrons, les petits entrepreneurs, un libraire par exemple, un boulanger, un artisan, un petit patron de bistrot, etc., aujourd'hui, ils s'en sortent très difficilement. Ils vivent à crédit, etc. Et de la même manière, finalement, que ces entreprises-là vivent à crédit pendant que les autres, finalement, font des bénéfices records et ne reversent rien à la société dans leur ensemble, eh bien, finalement, les individus aussi vivent à crédit sans ne rien disposer. Donc, en réalité, la réalité du capital, c'est qu'il y a une propriété pour des acteurs de plus en plus minoritaires et des miettes pour le reste de la société. Je vous cite Loïc Chéniaud, « La voie française vers la souveraineté intégrale n'a pas à être plus socialiste que capitaliste. » Alors, où trouver l'équilibre? Alors, ce que je dis plus précisément, je crois, c'est qu'elle n'a pas... Je vous cite mot pour mot. Ah bon, très bien. C'est qu'elle n'a pas à être seulement socialiste, en ce sens que si on reconsidère la modernité qui a été l'instance, et la guerre froide en a été un exemple type, l'instance de lutte entre le capitalisme et le socialisme, ce que nous voulons dire par là, en tout cas, c'est que notre objectif n'est pas de reproduire un socialisme, ce qu'André Gorz appelait un socialisme compensatoire. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas seulement de mieux organiser la production, d'accord ? Mais c'est d'envisager aussi, et c'est ce que nous développons dans l'idée d'humanisme total aussi, c'est-à-dire de tenir compte de la subjectivité. Les différentes révolutions que la France a connues ont été des révolutions qui se sont toujours complétées. C'est-à-dire que la Révolution française, c'était les droits de l'homme et du citoyen. On a d'abord revendiqué des droits, et puis on s'est rendu compte finalement que ces droits étaient généraux et insuffisants vis-à-vis de l'individu. Et puis dans le cours du XXe siècle, on va avoir une revendication des individualités. Et ces revendications-là vont notamment s'enraciner dans mai 68, c'est-à-dire d'un seul coup, j'ai envie d'exister en tant qu'individu, etc. Ce qui est très bien par certains aspects. Et puis tout cela a connu ses limites. Et aujourd'hui, ces limites, elles vont de pair avec l'idée que, eh bien, finalement, il y avait peut-être des structurations sociales, traditionnelles, il faut le dire, et conservatrices et nécessaires, qui permettaient justement d'avoir une visibilité anthropologique tout à fait viable pour la société française. Et donc ce que nous disons aujourd'hui, c'est que tout cela, il faut en tenir compte, limiter justement certains de ces apports tout en les développant. Donc ce que nous voulons dire par là, c'est qu'il ne suffira pas finalement de socialiser la production pour bien vivre, et que c'est peut-être par là même que le socialisme réel a pu pécher un temps. Loïc Chéniaud, il nous reste 5 minutes pour la dernière question. J'y tiens. Alors, quand vous dites que l'humanisme total prend forme dans la souveraineté intégrale, une certaine écologie politique et un rapport au sacré, qu'est-ce que vous entendez par un rapport au sacré ?
Eh bien, j'entends ici tous les acquis qui sont ceux de l'anthropologie contemporaine, finalement. C'est-à-dire que quand on lit, encore une fois, des gens comme Régis Debray, par exemple, ou des gens comme Maurice Godelier, on comprend qu'une société ne s'établit pas, comme on l'a longtemps pensé en anthropologie, notamment à la suite des travaux très intéressants, j'insiste, de Claude Lévi-Strauss sur un système de parenté, qu'elle ne s'établit pas justement simplement, c'est ce dont nous parlions, sur l'organisation de la production, même si tout cela est décisif et important, encore une fois, mais qu'elle se constitue au contraire sur des fondamentaux politico-religieux et que toute société s'inscrit sur ces fondamentaux politico-religieux. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, à avoir constitué une société, disons, sur un athéisme quasiment d'État, eh bien finalement, la religion revient par la petite porte, voire par la fenêtre, et c'est le paganisme écolo-réactionnaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le paganisme est tout à fait en vogue. On a plein de jeunes qui pensent être dispensés de toute croyance, et le meilleur moyen d'ailleurs de se croire dispensé de toute croyance, c'est de sombrer justement dans des formes religieuses qui ne sont pas considérées comme telles. Parce que je pense ne pas avoir la foi, finalement, je suis sujet aux croyances. Kant avait très bien montré ça. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Kant m'a expliqué que la foi est supérieure à la croyance, parce que celui qui a la foi, eh bien, sait qu'il croit, alors que le croyant, par définition, puisqu'il croit, mais il ignore qu'il le croit. Donc, et aujourd'hui, nous nous retrouvons face à énormément de personnes qui, eh bien, sous couvert d'athéisme, en réalité, ont des petites pierres précieuses, parlent au lutin, etc. Et beaucoup plus nombreux qu'on l'imagine. Le New Age, etc., qui est très prépondérant aujourd'hui, et qui finalement... On a vu ça à Lyon, des gens qui étaient tout nus dans un jardin, voilà, et qui le développement personnel, voilà, le retour à la nature, etc. Toutes ces choses-là, en fait, qui sont des formes religieuses tout à fait nouvelles, qui s'apparentent au techno-féodalisme, en fait. Et encore une fois, aussi, ça explique en partie les positions que peut occuper l'islam en France aujourd'hui. Évidemment, parce que dès lors qu'il y a un vide sur ces questions-là, et d'ailleurs, je rappellerai que... Un vide laissé, par exemple, par le catholicisme. Le catholicisme, le christianisme de manière plus large, d'ailleurs. Mais et je rappellerai que Nietzsche, qui n'est pas forcément un auteur dont je me revendique, mais qui n'en reste pas moins quelqu'un de très intéressant, qu'on cite souvent pour sa phrase « Dieu est mort ». En fait, ce texte est extrêmement intéressant. Je l'explique dans mes séminaires. Quand Nietzsche dit « Dieu est mort », il dit surtout « Dieu est mort, nous l'avons tué, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et en fait, il montre qu'il va y avoir une désagrégation de la société à cause de ça. Et donc, c'est très important. On peut se réjouir, on peut faire la fête, mais en réalité, d'un, Dieu n'est pas tout à fait mort, à mon avis. Au contraire, il ressurgit sans cesse. Et de deux, il va falloir composer avec. Donc, il ne s'agit pas d'être fermé au sacré. Mais là encore, sur ces questions-là, et pour terminer, c'est la même logique que celle sur l'État. C'est-à-dire que moi, je continue à signer totalement les propos de Marx sur la religion, etc., sans aucun problème. Mais il y avait une lutte à avoir sur la religion dès lors que celle-ci était, notamment en France, encore une fois, et le pouvoir clérical conséquent, dès lors que c'était une instance de domination extrêmement importante et de légitimation des classes dominantes. Maintenant que, malheureusement, ce n'est plus le cas par certains aspects, je veux dire malheureusement par rapport à tout ce dont nous avons parlé précédemment, eh bien, au contraire, on peut peut-être avoir une ouverture sur ces questions et les reconsidérer de manière tout à fait différente du fait, justement, du pouvoir politique dont elles ne disposent plus. Pour une souveraineté intégrale, Loïc Chéniaud, c'est votre ouvrage extrêmement intéressant que vous pourrez retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Je vous le rappelle, si vous avez aimé notre entretien, si vous appréciez TV Liberté, vous pouvez cliquer sur le pouce en l'air en bas à droite de cet écran, nous laisser vos commentaires et partager un maximum cette émission passionnante avec un nouvel invité que j'ai eu plaisir de recevoir. Merci à vous, Loïc Chéniaud. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.